Bonjour à tous. Donc, je suis Olivier Gilles Durand. Je vais vous présenter le nouvel outil d'investissement pour les projets touristiques, donc pour le volet immobilier des projets touristiques, qui s'appelle donc Nouvelle-Aquitaine Croissance Tourisme. Donc, tout est parti d'un constat fait par la région et ses associés qui, évidemment, a souligné l'importance du tourisme pour la région. En termes de nombre d'entreprises, c'est entre 20 et 22 000 entreprises qui sont toutes petites souvent, qui sont familiales. En termes évidemment de visiteurs, 28 millions, d'emplois, 140 000 et pratiquement 10% du PIB régional. Donc c'est vraiment une filière économique importante et qui doit donc bénéficier des outils, des mêmes outils que les autres filières. Et comme vous le savez, la région Nouvelle-Aquitaine est quand même, c'est dans son ADN d'accompagner les entreprises en termes vraiment d'accompagnement individuel, de subventions, de choses comme cela. Et donc, il a été décidé de faire la même chose pour le tourisme. Et pourquoi? Parce que comme les autres entreprises, et même peut-être plus, elles sont face à des défis assez importants. Alors, premier défi, il y a quelques années, ça a été la crise sanitaire avec le Covid, évidemment. Le deuxième, pratiquement enchaîné, la crise un peu géopolitique, hein, on le voit encore aujourd'hui tous les jours, qui a enchaîné sur une crise énergétique. On pourrait rajouter les réglementations qui, quand même, sont de plus en plus drastiques et qui sont de plus en plus contrôlées. Et puis, on pourrait aussi rajouter, c'est pas une crise bancaire, mais il y a quand même de l'inflation. Il y a des taux d'emprunt qui remontent. Et donc, faire face à toutes ces situations-là, c'est assez compliqué. En plus de cela, la demande, donc les clients, la demande est très volatile, hein. Vous savez, aujourd'hui, les gens ne veulent plus vivre le tourisme comme ils le vivaient il y a 15 ans, il y a même 5 ans. Ils veulent plus d'environnement, ils veulent plus de nature, ils veulent plus d'activité physique, plus de proximité, plus d'ancrage territorial, plus d'immersion, plus d'expérience, plus de sensibilité. Et donc, pour faire face à tout ça, c'est quand même un sacré cocktail hein, entre les crises, les réglementations, les contraintes économiques et puis la volatilité des clients. Il faudrait pouvoir s'adapter, se transformer, assurer des transitions. Et pour cela, il faut pouvoir investir. Et pour investir, évidemment, il faut des fonds propres. Donc, les fonds propres dans une entreprise, c'est une association, ou quoi que ce soit d'ailleurs, hein, c'est d'ailleurs pour nous-mêmes, individus, hein, c'est tout ce qu'on a de disponible pour justement investir. Toutes les liquidités qu'on a. Souvent, ces entreprises-là, évidemment, elles n'ont pas de liquidité parce qu'elles ont tout investi dans l'entreprise, dans les murs, dans l'exploitation, en ressources humaines, en produits, en marketing, en commercialisation, etc., etc. Elles n'ont pas beaucoup de fonds propres. Et ça, depuis des années, puisqu'elles mettent tout dans leur activité. Ce qui fait que si on considère que peut-être en tout cas, c'est en grande partie vrai. L'âge d'or du tourisme, c'est plutôt les années 80, 90, quand il y a eu la décentralisation. Il y a beaucoup d'équipements qui sont sortis de terre, il y a beaucoup d'acteurs qui sont positionnés. On a créé beaucoup de flux, donc forcément, on a créé aussi toute la chaîne hein, d'hébergement, la restauration, etc., etc., etc. Eh bien, parfois, il y a des infrastructures immobilières qui n'ont pas été maintenues en état depuis ces années-là, parce que justement, il n'y a pas de fonds propres. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'arrive pas à investir pour maintenir juste à flot son infrastructure en bon état? Forcément, les clients ne sont pas très contents, ils se détournent un petit peu, il y a un risque de décrochage. On n'a pas envie d'aller passer des vacances ou de fréquenter un équipement qui est un petit peu vieillissant. On a moins envie en tout cas, quand la concurrence fait des choses toutes neuves et voilà. Deuxièmement, évidemment, on a du mal à aller chercher les banques, puisque la banque se dit tout de suite, si je vous prête de l'argent, il faut que je garantisse mon emprunt, il faut que je prenne une sécurité. Et la sécurité, les banques la prennent sur la valeur immobilière. Donc, s'il y a moins de valeur immobilière, forcément, il y a une difficulté d'aller chercher de l'emprunt. Et puis, il y a aussi une difficulté d'aller chercher des partenaires investisseurs qui ont un peu la même logique. Et puis, il y a une difficulté surtout hein, quand on a lancé son activité peut-être dans les années 80, 90, et qu'on approche ou qu'on a dépassé l'âge de la retraite et qu'on a envie de prendre sa retraite, on voudrait bien léguer, transmettre son activité à ses enfants, par exemple, ou à quelqu'un de sa famille. Mais si l'infrastructure immobilière ne vaut plus grand-chose, bien évidemment, on a du mal à transmettre. Et puis, on a du mal aussi à faire une place. Ça veut dire, si je veux intégrer mes enfants dans l'activité, il faut que je crée de la valeur
qui correspondent à ces deux parents plus, hein. Mon fils, ma fille, faut valoriser. Et valoriser, c'est compliqué si on a une infrastructure qui est déjà très vieillissante. Donc la région a vraiment, je pense que elle a eu une très bonne connaissance, c'est un peu son mode de fonctionnement, de dresser un constat assez objectivé de la situation, de la filière. Et forte de ce constat, elle s'est dit, OK, je vais vraiment mettre les moyens là, pas sur la subvention, pas sur des prêts, mais vraiment sur la problématique des fonds propres, des liquidités, pour faire en sorte que ces entreprises-là, qui sont des entreprises plutôt petites, hein, souvent, elles puissent vraiment investir dans leur infrastructure, notamment le volet immobilier, et qu'elles puissent vraiment se développer, et donc qu'elles puissent vraiment, par exemple, transmettre quelque chose qui vaut quelque chose à ses enfants pour que le tourisme soit reparti pour 15, 20, 25 ans, 30 ans, pour le tourisme de demain. Donc, ils sont allés assez vite et ça, c'est à saluer. La région et ses associés, donc vous les voyez en haut à droite, on a la région, on a la Banque des Territoires, on a trois banques, le Crédit Agricole ici, ici on avait les caisses d'épargne et ici on a Crédit Mutuel. Et ces acteurs-là se sont mis donc ensemble pour créer une SEM. Donc une SEM, c'est une société d'économie mixte. Donc c'est très simple. Une SEM, c'est une entreprise qui est contrôlée par le public. Donc la région est majoritaire, hein, elle a 52% des voix dans la SEM. Mais en revanche, elle a un fonctionnement privé, hein, un peu comme une association. Voilà, c'est une sorte de lieu de partenariat entre le public et le privé. Mais bon, le privé, c'est quand même juste la Banque des Territoires, qui est quand même très publique, hein, et les trois banques, Crédit Agricole, Crédit Mutuel et Caisse d'épargne, qui sont plus là pour nous aider, plutôt qu'être là pour prendre le contrôle de la société, hein. Les deux actionnaires majoritaires qui ont à eux deux pratiquement 100% des actions, c'est la région et la Banque des Territoires. Donc c'est vraiment une politique publique qui va être menée par cet outil-là. Euh, il a été créé en septembre 2022. C'est allé assez vite. Il a été, vous le verrez, doté en capital. Fin d'année, on a désigné le président, donc, qui est ici, qui est Michel Durieux, qui est qui est donc conseiller régional délégué à la structuration de la filière touristique, qui est ancien directeur du tourisme au ministère des Affaires étrangères, qui est ancien directeur aussi du comité régional du tourisme de l'Aquitaine, donc quelqu'un qui connaît bien le, le- cette activité-là. Et puis aussi, ils m'ont nommé donc toute fin d'année. On a utilisé la fin d'année pour structurer la société. Comme toute société, il faut l'immatriculer, il faut la faire exister au niveau comptable, administratif, etc. Et puis, on s'est vite dépêché, surtout, à développer les premières activités de la société. Donc, la création, elle s'est faite dans les temps et sous la forme juridique qui était prévue. Et une SEM, c'est très bien parce qu'une SEM, c'est toujours l'outil des politiques publiques. Et faire du tourisme, c'est faire de la politique publique. À savoir que faire du tourisme en région Nouvelle-Aquitaine, c'est faire du développement économique et c'est faire de l'aménagement du territoire. Et sur ces deux volets, c'est très important. On va mener une vraie politique de péréquation aussi entre projets moins rentables, projets très rentables, entre territoires très attractifs et territoires moins attractifs. Et moi, c'est pour ça que je suis venu ici, parce que mon domaine d'activité, c'est plutôt l'aménagement du territoire. Et on est très sensible, le président et moi-même, à développer des projets partout sur la région et notamment aussi sur les destinations intérieures. Alors, elle est bien dotée, cette SEM, Société d'économie, puisqu'elle a 13 millions de capital social. À terme, on aura certainement un peu plus de 16 millions. La région donc est à terme actionnaire majoritaire, hein, je vous l'ai déjà dit. La Banque des Territoires est juste derrière et vous voyez qu'il ne reste pas grand-chose pour les autres actionnaires qui sont là plutôt pour nous aider, notamment pour leur ancrage territorial, plutôt que pour participer financièrement. Euh, donc l'idée avec cet argent-là, avec ces fonds-là, c'est d'aller chercher des emprunts qui font qu'on va pouvoir investir de manière assez volumineuse, hein, puisqu'on va injecter 30 millions d'euros dans la filière. Et on espère que notre investissement, il aura un effet déclencheur, accélérateur, multiplicateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Un effet déclencheur, pourquoi? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, un projet touristique, ce n'est pas que de l'immobilier. Nous, on va venir investir que dans l'immobilier. Mais un projet touristique, il peut valoir 100, et puis le volet immobilier, c'est que 40. Mais le volet immobilier, c'est ce qui pèse le plus dans le bilan d'opération. C'est ce qui est le moins finançable parce que c'est compliqué, parce qu'on s'y intéresse moins, parce que c'est plus lourd, parce que ça coûte plus cher. Et pour autant, sans ce volet immobilier, comment faire pour transformer une activité? Comment faire si je veux me développer
comment faire sans ajouter peut-être une ou deux chambres à mon activité ou un petit bâtiment pour loger mes saisonniers ou voilà. Donc l'immobilier, c'est vraiment très important et pour autant, c'est pas ce qui est finançable le plus simplement, le plus facilement et c'est pas ce à quoi on pense en premier et pour autant, ça peut bloquer un projet global. Donc le projet de 100, il peut être bloqué par un petit volet immobilier de 40. Et bien nous, on espère qu'on pourra déclencher ces projets-là. Pourquoi déclencheur aussi? Parce que depuis un an, il y a peut-être des projets qui sont juste dans les cartons qui sont peut-être pas financés par les banques parce qu'il manque une petite brique dans le mur. Eh bien, nous, on peut être cette brique. La brique de l'immobilier dans le mur, bah, ça peut être nous. Donc, pour le coup, l'idée, ce serait aussi de revisiter un peu les projets qui n'ont pas été financés parce qu'on n'existait pas et de voir s'ils ne pourraient pas être financés aujourd'hui qu'on existe. Donc ça, c'est pour l'effet déclencheur. L'effet accélérateur, pourquoi? Parce qu'on espère évidemment qu'une fois qu'on a un investisseur autour de table, c'est-à-dire nous, eh bien, l'entreprise touristique pourra aller plus vite sur son projet. Elle pourra aller voir plus vite la banque et que la banque puisse accepter plus vite de lui prêter de l'argent, puisque nous, on espère qu'on sera un acteur qui apportera de la crédibilité et qui apportera de la confiance et des réassurances aux banquiers. Donc ça, c'est pour l'effet accélérateur. Et puis aussi, accélérateur, pourquoi? Parce que le tour de table va être plus simple aussi au niveau des subventions. On est quand même contrôlé par la région. Donc, si un projet est intéressant, il n'est pas à exclure qu'il puisse à la fois être éligible à de la subvention régionale classique et puis à de l'investissement par la SEM, Nouvelle-Aquitaine Croissance Tourisme. Et enfin, l'effet multiplicateur, pourquoi? Parce que je vous l'ai déjà dit un petit peu, un projet qui vaut 100, il peut avoir 40 d'immobilier. Bah, notre investissement sur 40 d'immobilier, il aura un effet de 2,5. Donc, un effet multiplicateur de 2,5, c'est pas mal. Ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 5, on verra bien. Mais on espère qu'il y aura cet effet-là. Et puis, évidemment, il y aura un effet indirect aussi hein, sur toute la filière touristique. Donc, on espère qu'on va générer avec nos 30 millions d'euros un bon effet d'entraînement sur la filière touristique. Alors, les projets ciblés, c'est là où ça va vous intéresser un peu plus. Ça rejoint un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Au niveau du périmètre, vous voyez la carte de la région Nouvelle-Aquitaine. Vous voyez notre logo, c'est un croissant rouge avec un croissant bleu. Le croissant bleu, c'est le littoral. Et le croissant rouge, c'est plutôt les destinations intérieures. On veut toucher vraiment, on y tient, tous les départements. Donc aujourd'hui, pour rebondir sur un peu ce qui se passe aujourd'hui, on a à peu près 75 intentions de projet qui nous seront montées, qui sont certes pas très très matures, mais pour autant, 100% des départements sont représentés. Donc évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Tout ce qui est littoral, on laisse venir, parce qu'il y a plein de projets, évidemment. C'est les territoires les plus attractifs. Et puis les territoires qui sont moins attractifs, on va aller chercher les projets-là. Donc on fait plus d'efforts et on va aller chercher pour vraiment avoir un équilibre entre le littoral et les destinations intérieures. Alors, on pense tout de suite à la typologie, on pense tout de suite à l'hébergement, hein, les hôtels, l'hôtellerie de plein air, les centres de vacances, les villages de vacances, les auberges de jeunesse, les résidences de tourisme, etc., etc. Mais aussi, on a envie, parce que c'est ça aussi qui génère des flux, c'est ça qui génère aussi de la pérennité à terme. Sans eux, il n'y a pas d'hébergement, il n'y a pas de fonction annexe. C'est les équipements et les sites de loisirs, les sites de visite, les sites culturels qui ont une dimension touristique. Tous ceux qui accueillent des touristes. Donc cette brique-là est importante pour nous. Alors, le projet, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, ce projet? Ce projet, il doit évidemment se situer dans la région. Il doit plutôt être porté, alors on dit TPE-PME, c'est plutôt par rapport à la taille et par rapport à l'ancrage, hein. Si c'est une association, évidemment, ça se regarde aussi. Donc c'est petit, c'est-à-dire que c'est petit, c'est plutôt des petites structures, parce que ce sont des petits projets quand même, hein. Il faut que le projet, il accélère, hein, ce qu'on a dit au départ. Il faut qu'il accélère le développement de l'activité. Il ne faut pas que ça soit juste un investissement pour maintenir l'activité telle qu'elle a été imaginée il y a déjà 15 ans. C'est vraiment pour passer un cap. Il faut évidemment que le projet, il inclue un investissement immobilier. C'est notre cœur de métier. C'est ce qu'on peut faire. Le reste, on ne pourra pas faire. Nous, on ne pourra pas aller sur l'exploitation, on pourra aller sur l'immobilier. Ce qui veut dire que chacun des projets devra faire l'objet d'une dissociation entre le volet immobilier et le volet exploitation. Si ce n'est pas déjà le cas, moi j'ai remarqué que 90% des acteurs l'ont déjà fait, ceux que j'ai rencontrés. Si ce n'est pas le cas, ça sera le cas, on le fera. C'est pas très compliqué, on le fera. Et donc, nous, on viendra investir dans l'immobilier. Et il faut que cet investissement immobilier soit supérieur à 500 000 euros, d'accord? Et maximum 3 millions d'euros. Donc, ça laisse quand même une bonne maille entre des petits projets, moyens projets, grands projets, pour nous en tout cas,
Au-dessus de 3 millions d'euros, en général, il y a d'autres acteurs. Il y a la Banque des Territoires, par exemple, qui est notre actionnaire. En dessous, il y a aussi d'autres acteurs qui font ça très bien. Nous, on est vraiment là où la région a senti qu'il y avait un besoin auprès des acteurs. Donc, et c'est vrai que entre donc 500 000 et 3 millions d'euros, et c'est vrai que 95% des personnes qui m'ont approché pour un projet, elles sont dans cette maille-là. Ça veut dire que j'en ai eu très peu qui étaient au-dessus, donc je les ai orientés vers la Banque des Territoires. Il y en a très peu qui étaient en dessous et je les ai orientés vers des solutions de court terme auprès des banques. Alors, il faut qu'il y ait un modèle économique soutenable dans ce projet-là aussi. C'est une condition vraiment importante pour qu'on puisse regarder. Soutenable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas forcément rentable, ce n'est pas forcément viable, c'est pas forcément, voilà, mais c'est soutenable. Ça veut dire que au-delà d'un certain nombre d'années, bah, il y a une rentabilité qui se dégage, ce qui est quand même normal quand on a une activité économique. On a envie pour payer les salariés, pour payer ses investissements aussi, pour se renouveler, etc. On a envie d'être un petit peu rentable et c'est un petit peu l'objet, c'est un petit peu la base. Et puis, il faut que ça renforce la valeur de l'activité. Ça veut dire il faut que le projet, il y ait vraiment une dimension de renforcer la valeur. Donc, c'est sûr que voilà, un hôtel qui va ajouter 10 chambres, forcément, ça va renforcer la valeur de l'hôtel. Un équipement touristique qui va vouloir ouvrir un nouveau bâtiment avec une nouvelle activité, ça va renforcer aussi la valeur de l'entreprise. Euh, Quelqu'un qui va vouloir ouvrir de nouveaux lits, hein, de nouveaux dortoirs, un nouvel espace pour son centre de vacances, ça va venir renforcer la valeur de l'entreprise. Donc ça, c'est très important. Et il faut que ce soit aussi structurant, il faut que le projet soit structurant. Si c'est proposer quelque chose que les autres proposent déjà, ou qui est déjà proposé, qui ne marche pas sur le territoire, bah, ce n'est pas super. Il faut que ce soit structurant. Et là, nos partenaires experts que ce soit la région ou les autres en tourisme, vont nous aider évidemment à qualifier ce caractère structurant. Et il faut aussi qu'il y ait une ambition de développement durable. Bon, on pense tout de suite, par exemple, imaginons une structure un peu vieillissante qui a besoin, parce qu'elle devient un peu passoire thermique, elle a besoin de faire des travaux de rénovation, d'isolation, des travaux assez lourds. Eh bien, ces travaux-là, évidemment, ce sont des travaux de développement, ce sont des travaux de mise aux normes, ce sont des travaux qui vont donner aussi une pérennité hein, sur le long terme à cette infrastructure-là. Donc, ça fait partie des projets dans lesquels on peut aussi aller. Donc, le schéma, il est très simple. Euh, c'est le petit encart à droite objectif. Nous, on vient pour renforcer les fonds propres, donc le disponible, hein, la liquidité disponible pour l'entreprise. Avec ces fonds propres renforcés, on va ensemble chercher les banques qui vont donc nous prêter plus, on l'espère. Et avec cette dette et ces fonds propres, évidemment, on va investir ensemble sur l'infrastructure. Hein. L'investissement qui n'était pas possible avant, on va essayer de le rendre possible grâce à notre présence autour de table. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous l'ai déjà dit, hein, hôtel, hôtel-restaurant, hôtellerie de plein air, résidence de tourisme, PRL, parc résidentiel de tourisme, de loisirs, pardon, centre de vacances, village de vacances, auberge de jeunesse. Donc, vous voyez que tous les segments du marché, très marchand, plus social, sont concernés. Équipement de culturel et de loisirs, je vous l'ai dit, hein, ça peut, voilà, mais aussi des projets plus hybrides, hein, un tiers-lieu. On peut imaginer par exemple un bâtiment avec à l'étage une auberge de jeunesse, des dortoirs, et puis au rez-de-chaussée un tiers-lieu avec, alors j'ai visité ça, ça peut être une brasserie qui fait aussi un petit peu café, qui fait un peu de coworking, qui fait un peu, voilà, ça peut être très intéressant. Et puis en quatrième jalon, là, vous avez en bas quelque chose sur lesquels on peut être amené à intervenir, même si le montage est très complexe et que les projets ne sont pas encore matures et que ça dépend beaucoup de l'État aussi. Mais c'est la relocalisation d'activités en rétro-littoral, celles qui sont impactées par le trait de côte, l'érosion du trait de côte. Donc, dans ces opérations-là, on peut rentrer dans le tour de table, par exemple, de l'aménageur qui aura à régler ça au niveau d'une commune, à l'échelle d'une commune. Eh bien, il y aura des activités touristiques qui seront concernées. Eh ben, dans le plan de financement, peut-être nous, on pourra rentrer dans ce tour de table-là. Alors, ce qu'on ne fait pas, c'est à droite, et ce qu'on ne fait pas, c'est plutôt les activités un peu nuisibles, donc les activités de nuit, de jeu, euh, celles qui sont nocives pour l'environnement, évidemment. On ne vient pas non plus sur le restaurant. Tout ce qui est fonds de commerce, on veut pas, vous savez, on ne fait pas d'exploitation, donc on ne veut pas venir sur le fonds de commerce pur, ni sur la boutique, ni voilà, on veut vraiment venir que sur l'immobilier. Et puis quelque chose qui n'est pas dans la liste, là à gauche, mais qu'on peut faire, c'est du thermalisme. Hein. On peut faire. En général, ça coûte très cher, donc c'est au-delà de nos capacités, mais ce serait quelque chose qui serait possible. Comment on fait? Ça, c'est très, très important.
On a deux mécanismes principaux. Donc, on a dit tout à l'heure que c'est préférable que l'entreprise touristique ait bien dissocié l'immobilier et l'exploitation. Nous, l'exploitation, on ne s'en occupe pas, on n'est pas expert, ce n'est pas notre cœur de métier, c'est le cœur de métier de l'entreprise. Et c'est là justement où on veut qu'elle mette tous ses moyens, toute sa concentration pour développer ce volet exploitation. Nous, on vient sur l'immobilier. Et donc, l'immobilier peut prendre plusieurs formes. Ça peut être une société immobilière qui a des actionnaires, hein, par exemple une SCI. Et nous, on vient dans cette société immobilière prendre des parts sociales. Donc, on achète ces parts-là. Donc, évidemment, ça donne lieu à un versement de liquidité. Et on vient toujours en minoritaire. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour prendre le contrôle. Vous l'avez vu, l'exploitation, on le laisse complètement à l'entreprise, mais l'immobilier aussi, on ne prend pas le contrôle. Donc, on vient en minoritaire, on vient à 45% maximum dans ces sociétés immobilières. Et puis, on ne vient pas ad vitam aeternam, on vient là pour la période de développement de l'entreprise. Si l'entreprise a besoin de liquidité pendant 10 ans, eh bien, on vient pour une durée de 10 ans, et au bout de ces 10 ans, l'entreprise récupère ses parts sociales. Donc, on n'est pas là pour faire du portage pendant 20 ans. On n'est pas là pour gérer des biens immobiliers. C'est pas notre. Il y a d'autres acteurs pour ça, hein. Peut-être des fonds d'investissement font ça, des fonds d'investissement privés. Nous, on est là pour mettre le pied à l'étrier, pour passer un relais, pour faire une course de relais. Mais on est là pour sortir, on est là pour s'en aller. On rentre pour s'en aller. On est là pour assurer la pérennité pendant le temps de notre investissement de l'entreprise. Mais il faut qu'une fois que c'est fini, il faut que l'entreprise puisse voler de ses ailes sans nous. Donc, c'est très important d'avoir ce modèle économique qui monte en puissance pour que quand nous, on sort, on soit sûr que l'entreprise aille bien et donc elle sera pérenne pendant les 10, 15 prochaines années et qu'elle n'aura besoin de personne. Donc c'est important, ce caractère minoritaire et provisoire. On est là pour provisoire qui dure un petit peu de temps, hein, mais qui est quand même provisoire. Et donc le porteur, l'entreprise ou l'association, enfin le porteur de projet, il le garde le contrôle de son activité. Deuxième mécanisme, évidemment aussi, on pourrait acquérir à 100% un immeuble ou un actif immobilier. Donc là, on ne prend pas des parts dans une société, on acquiert carrément la structure, l'infrastructure immobilière. Et pareil, on va venir le porter pendant un nombre d'années déterminé, qui n'est pas un nombre d'années trop élevé, hein, ce n'est pas 20 ans, ça peut être encore une fois 9 ans, 10 ans, 7 ans, on verra bien. Et le temps que l'exploitant, lui, il puisse faire fleurir son exploitation et donc être en mesure, avoir les capacités financières de racheter les murs ou alors d'avoir eu le temps de trouver un investisseur qui lui convienne. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un mécanisme, le portage d'immobilier en propre, qui est très adapté aux problématiques de transmission et de reprise. Imaginons un acteur qui veuille vendre quelque chose, donc les murs et le fond. Il trouve des repreneurs pour le fond, mais ces repreneurs n'ont pas les reins assez solides pour acquérir le fond et les murs. Eh bien, nous, on peut acquérir le mur, le repreneur donc, reprend le fond, et puis on écrit un contrat qui dit qu'au bout d'un certain nombre d'années, eh bien, l'acquéreur du fonds vient racheter les murs auprès de nous. Voilà, donc on fait du portage provisoire pour un exploitant qui n'a pas les reins assez solides pour se positionner à la fois sur les murs et sur le fond. Donc ça peut être très intéressant aussi comme mécanisme. Donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est très simple, hein. Le schéma, on n'est pas là pour faire le statu quo, on n'est pas là pour reproduire ce qui a déjà été fait par l'entreprise, on est là pour qu'elle se développe, donc on est là pour qu'elle ait une croissance. Euh, donc au début, évidemment, en bas à gauche, elle est plutôt en difficulté ou alors face à un défi de croissance pour se développer, un défi de réglementaire pour se mettre aux normes, un défi, voilà, quel que soit le défi. Et on est là vraiment pour nous s'occuper de son immobilier, c'est ce qu'on fait nous, au-dessus de la barre, là, au-dessus du trait. Et puis elle, en dessous du trait, bah, elle s'occupe de l'exploitation, ce qu'elle fait déjà très bien en général. Il y a 90% des acteurs que je rencontre, ils ont déjà dissocié l'exploitation de l'immobilier. Ça veut dire qu'ils payent déjà en tant qu'exploitant un loyer à la société immobilière, donc ça ne change rien pour eux dans le schéma. Eh bien, on leur laisse donc faire ce qu'ils savent très bien faire sur l'exploitation. Et puis, une fois qu'on s'est développé ici, là, nous, on sort, on recède l'actif à l'entreprise qui est à nouveau propriétaire à 100% de l'ensemble,
des murs et du fond, voilà, de l'exploitation de l'immobilier, et qui continue son chemin de développement. Et nous, avec la sortie, on a les fonds nécessaires pour aller investir dans un autre projet, évidemment. Donc voilà, c'est le schéma classique, hein, quand on a dissocié l'immobilier de l'exploitation. On a la société d'exploitation en bas qui paye un loyer, soit à une SCI par exemple, hein, hop, ou soit directement au propriétaire. Ça peut être nous, ça peut être quelqu'un d'autre. Et puis voilà, donc ça ne change rien dans les fondamentaux de l'entreprise exploitante. Et là, on voit que ce qui est vraiment important, ce qui est au cœur du sujet, c'est le projet immobilier au départ. Le projet immobilier, c'est pas seulement j'ai envie de racheter quelque chose ou rachetez-moi mes murs. Ça doit être j'ai envie de racheter ou rachetez-moi mes murs, mais en plus, j'ai envie de faire des travaux. Hein, c'est bien quand même d'avoir des travaux, quels qu'ils soient, pour montrer qu'on a envie de développer. Alors là, je vous explique juste comment on fonctionne et puis après, c'est terminé. Comment on fonctionne? Aujourd'hui, nous, Nouvelle-Aquitaine Croissance Tourisme, on est donc une société d'économie mixte. On est une structure très légère et c'est très bien comme ça parce que la région Nouvelle-Aquitaine est très bien dotée en expertise, que ça soit dans les territoires, dans le tourisme, dans l'économie. Vous avez vu que dans nos actionnaires, on a des banquiers, donc forcément tout le monde connaît très bien son travail et donc on va se reposer sur les expertises de tout le monde. Et donc l'idée, c'est qu'on soit pas nombreux. Donc vous voyez, on a un président qui est Michel Durieux, je vous l'ai présenté tout à l'heure, et puis moi-même. L'idée, on n'est pas là pour faire du conseil en ingénierie auprès des entreprises. C'est pas notre. Pour ça, il y a les CCI, pour ça, il y a des structures de la région aussi, il y a peut-être l'ADI, Tourisme Lab, etc., etc., etc. Nous, on n'est pas là-dessus du tout. Et d'ailleurs, on n'a pas les compétences pour faire ça. Et on n'a pas non plus, vous l'avez compris, l'ancrage territorial, puisque moi, je suis à Bordeaux, par exemple. Je ne peux pas rayonner comme ça sur un territoire aussi grand. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour les idées, évidemment, on s'appuie sur l'entreprise de départ, l'entreprise touristique. C'est son projet, c'est elle qui exploite son entreprise depuis des dizaines d'années parfois. Donc, c'est elle qui connaît bien son entreprise, qui sait comment la développer, qui a son projet de développement. Donc, on se base vraiment sur son projet à elle et on ne vient pas interférer avec ce projet-là. Deuxièmement, pour la mise en contact, on s'appuie sur ce qui existe dans la région. Dans la région, il y a déjà les agents de la région il y en a un par département, un par thématique. Donc, c'est des experts en tourisme. On s'appuie sur tout ce qui est agence départementale de tourisme, évidemment, le CRT, les CDT, les offices de tourisme aussi. On s'appuie sur les filières. Donc, les filières, vous, hein, l'UNAT, vous siégez au sein des instances de Nouvelle-Aquitaine Croissance Tourisme. L'UNAT siège au comité d'orientation stratégique, par exemple. Mais on est en lien aussi avec l'ARGAT, avec l'UMI, avec la Fédération de l'hôtellerie de plein air, etc., etc. Ça, c'est pour le volet touristique. On s'appuie sur eux pour voilà, l'ancrage territorial, connaître les acteurs, faire remonter un peu les projets, nous dire un peu ce qui se passe dans la filière, sur les territoires, etc. On s'appuie aussi sur une deuxième jambe qui sera les banques, qui seront les banques. Donc, toutes les caisses, tous les centres d'affaires, par exemple, Crédit Agricole, c'est 7 caisses sur la région. C'est des centaines de personnes qui travaillent dans les banques et qui accompagnent déjà des projets, notamment touristiques. Donc, on s'appuie vraiment sur eux. Et puis, on va s'appuyer aussi sur une troisième jambe, sur un troisième pilier, sur l'échelon territorial, des syndicats mixtes, des syndicats de développement, des syndicats intercommunaux de gestion, des parcs naturels régionaux, des choses comme ça, des communautés d'agglomération, des communautés de communes en tout cas, les acteurs qui sont très dynamiques dans le tourisme. On s'appuie sur ces trois jambes-là, ces trois piliers, et grâce à eux, on fait de l'ancrage territorial, du maillage territorial. On nous remonte des projets, on nous met en contact avec des entreprises qui se mettent parfois aussi en contact directement avec nous. Alors là, c'est le début. Ça, c'est la prise de contact. On échange un petit peu des documents, des infos. On se parle au téléphone, en visio. C'est assez simple. Et puis après, là, on va co-construire quelque chose. Quand c'est intéressant, quand le projet est intéressant, quand on sent qu'on a un potentiel pour intervenir, on va co-construire
mais on ne co-construit pas le projet global, hein. On co-construit juste le volet immobilier et financier, c'est tout, hein. On co-construit et ça peut être un petit peu long, hein, de co-construire, de se mettre d'accord sur la durée, sur le mécanisme. Est-ce que c'est une prise de part sociale? Est-ce que c'est du portage immobilier? C'est à quelle hauteur? Quelle proportion? Quel pourcentage? Combien ça coûte? Enfin, combien ça coûte? Comment est-ce qu'on rémunère ce capital qui est affecté? Etc., etc. Donc ça, on co-construit ensemble. Et ça, c'est vraiment le rythme du porteur de projet qui dicte un petit peu le tempo, hein. Donc d'expérience, tout ça, là, de la première prise de contact jusqu'à la co-construction du volet immobilier et financier, ça peut aller. Si on est très, très, très rapide, ça peut mettre 2 mois. Et parfois, c'est plus lent pour X et Y raisons. Et ça peut mettre une année. Ça peut être le cas. Voilà. Mais ça, c'est vraiment le rythme du porteur qui dicte tout ça. Après, en revanche, dans le processus, ce qu'on maîtrise un peu mieux, c'est les structures, les instances internes de Nouvelle-Aquitaine Croissance Tourisme. Évidemment, quand le projet il est un peu ficelé, on passe en comité technique où on a tous nos actionnaires qui disent oui, qui disent non. Voilà. Et ce comité technique émet un petit avis, donc oui, non. Et on passe en conseil d'administration où là aussi, il y a aussi tous nos actionnaires et qui décident d'engager l'investissement. Et ça, on peut dire que ça, on peut le maîtriser. On peut le maîtriser, ça peut aller de 4 semaines à 6 semaines maximum, le temps de réunir les personnes, d'analyser les dossiers, de prendre les délibérations, voilà, de faire un petit peu de la cuisine. Ça, on le maîtrise. Ce qu'on maîtrise moins, c'est vraiment la phase précédente que je vous ai présentée, mais qui est essentielle, cette phase-là, parce que on s'appuie sur du partenariat, c'est très important pour nous, pour bénéficier aussi, hein, de l'expertise de nos partenaires, hein. Une personne comme moi, par exemple, je ne peux pas être compétent à la fois en tourisme, en montage financier, en montage immobilier, en connaissance du territoire, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on s'appuie vraiment sur les acteurs de terrain, qui sont nos partenaires. Donc ça peut être plus ou moins long, discuter avec ces porteurs de projets, qui eux aussi, parfois, hein, je vois bien les projets qu'ils m'amènent aujourd'hui, 100% pratiquement des projets qu'on m'amène ne sont pas très matures. Donc, il manque un petit peu de maturité. Donc, je sais que ça va être pour les prochains mois, ça va être un peu plus long. Certains sont un peu plus matures que d'autres. Mais voilà, eux aussi, ils ont besoin de temps. Ils peuvent aussi aller chercher un autre investisseur. Ils peuvent faire le tour des banques, hein, et ça met du temps de faire le tour de toutes les banques. Ils peuvent réfléchir à leur projet aussi, se dire, attends, moi tout seul, je pensais faire ça. Mais peut-être que si eux, Nouvelle-Aquitaine Croissance Tourisme, viennent à mon capital, peut-être je peux faire un peu plus. Je peux faire peut-être un peu mieux. Donc, ça aussi, ça peut mettre du temps. Donc, ce tempo-là, ce timing, on ne le maîtrise pas totalement. Ben voilà, moi j'ai fini parce que c'est vraiment, vraiment ça que je voulais vous dire en dernière slide. Et ce qui est important pour vous, pour les adhérents de l'UNAT, c'est que vous êtes représentés dans notre comité d'orientation stratégique, qui est un comité qui nous dresse un peu la feuille de route, les grandes contraintes de la filière tourisme, de ces acteurs qui gèrent et qui investissent dans des projets. Et puis, il regarde si ce qu'on fait, nous, à notre niveau, est-ce que c'est bien compatible? Est-ce que ça répond bien aux besoins qu'ils auront identifiés? Donc l'UNAT siège dans ce comité-là, et c'est important pour garder le cap, hein, pour ne pas se mettre à faire des choses qui ne sont pas utiles pour la filière, puisque là, nous, on est vraiment là pour être utile à la filière. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas beaucoup de frais de structure, qu'on n'a pas beaucoup de salariés, qu'on est léger, pour que l'argent qu'on nous donne, hein, qu'on investit dans notre structure, nous, on puisse le réinvestir totalement dans les projets. Et voilà, j'espère que ça a été clair et qu'il y aura C'était des très questions. clair. C'était très clair et merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, soit à les poser par écrit dans le fil de discussion, si vous n'osez pas les dire, ou tout simplement à prendre la parole. On a 20 petites minutes si vous souhaitez discuter, échanger, ou même si vous avez des projets dans vos structures que vous souhaitez soumettre là, vous pouvez commencer à en discuter. Et puis de toute façon, si vous avez besoin, on peut donner vos coordonnées ou donner les coordonnées d'Olivier Gilles si vous souhaitez, il y a pas de souci. N'hésitez pas, hein, ce sera N'hésitez avec pas. plaisir. Ça m'est très utile pour mieux connaître aussi vos activités et pour plus tard essayer d'ajuster un peu les mécanismes qu'on a, qui sont assez théoriques, au cas par cas. Oui, Laetitia? Oui, bonjour. Donc, je suis Laetitia Paris. Moi, ma question, alors, je suis sur un hébergement à Méché sur Gironde, sur lequel j'ai bien sûr des projets d'investissement enfin, liés au contexte et au développement durable aussi. Euh,
Vous avez parlé du support de nos entreprises. Moi, je suis associative. Mm. Alors, dites-moi en plus un peu sur comment ça peut être envisagé ou pas. Voilà. Oui. Alors, pour une association, donc c'est déjà le cas, hein. Vous avez beaucoup de... Et ça, il faudra peut-être discuter avec vos collègues adhérents de l'UNAT, puisque quand j'ai été à l'Assemblée générale il y a 2 semaines ou 3 semaines, je ne sais plus, j'ai discuté avec une dizaine, et parmi les 10, vraiment 90% avaient créé des SCI. Donc en fait, une association peut très bien dissocier son immobilier et le mettre dans une structure ad hoc. Donc c'est ça qu'il faut faire pour que nous, on puisse investir. On ne pourra pas investir dans une structure où les flux sont mélangés entre recettes d'exploitation, peut-être même des subventions d'exploitation, etc. Nous, il faut vraiment qu'on aille dans un véhicule, qu'on appelle comme ça en termes juridiques, un véhicule qui soit bien propre et qui soit exclusivement consacré à l'immobilier. Donc, vous avez pas mal de collègues adhérents qui ont déjà créé leur SCI et qui même projettent d'en créer d'autres. Et ça leur est très utile pour sortir l'immobilier de la structure et puis arriver à aussi bien prendre des décisions. Ça veut dire que les décisions sur l'immobilier ne sont pas forcément les mêmes qu'on va prendre sur l'exploitation. Et pour le coup, ça vaut toujours le coup de dissocier. Ça permet une plus grande transparence et ça permet une plus grande capacité aussi de prendre des décisions. Donc là, c'est tout à fait possible pour une association de créer une SCI avec des actionnaires, etc., etc. Actionnaire nominatif ou actionnaire personne morale. Mhm. Après, je ne suis pas juriste, hein, mais vraiment échanger avec les adhérents et ils ont déjà trouvé des solutions. Merci. Je vous en prie. Merci pour votre question. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Alors, Oui, s'il y a pas, David? Ah, super. Oui, en fait, bonjour David Le Carré pour la FUAG. Pas réellement une question, parce que, comme vous l'avez dit, M. Durand, c'est extrêmement clair. Plutôt un grand merci et un regret que toutes les régions n'aient pas le même outil, parce que ça nous serait utile partout en France. Mais merci encore. Super. Et vous-même, David, alors, est-ce que moi, j'ai connaissance de deux, trois foncières tourisme comme celle-ci, mais pas plus. Est-ce que vous avez connaissance de plus? Moi, j'en connais une en Pays de la Loire, il y en a une à Paris, en Île-de-France. Il y a le Fonds Tourisme Occitanie, mais je ne suis pas sûr que Exact, c'est pas la même chose. En fait, ils font ce du soit pareil. prêt. Ils sont beaucoup plus puissants que nous pour le coup parce qu'ils ont 100 millions et quelques de fonds, mais ils font que du prêt. Donc c'est de l'argent. Il n'y a pas de risque, hein. C'est voilà, c'est comme une banque, hein. Donc c'est pas pareil. Nous on investit, c'est-à-dire qu'on prend un risque avec vous. C'est pas du tout le même montage et donc c'est pas non plus le même volume puisqu'on peut pas prendre des risques sur 100 millions. On peut prêter sur 100 millions et pas prendre des risques sur 100 millions. C'est pas la même chose. Mais à votre connaissance, il n'y a pas. Hein, ouais, ok, ça marche. Super. Merci beaucoup pour votre retour. Merci à Ça vous. sera, ça sera relayé. Oui, bonjour. Bonjour. Je gère un village vacances en Périgord-Limousin Ouais. aujourd'hui. Donc, je détiens le fonds de commerce depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, la question se pose sur l'acquisition du foncier et associé à un projet de développement. Vous Ouais. parliez tout à l'heure de la maturité justement des projets. Oui. On peut vous contacter très en amont justement pour essayer de bâtir un peu ce projet à la fois d'acquisition et de travaux. Oui. Alors, je vous dirais, oui, il faut jamais se censurer, surtout au démarrage. On est en démarrage, hein. Ça fait quelques mois qu'on existe seulement. On va assez vite, mais on est quand même encore en démarrage. Je dis toujours qu'au démarrage, il faut que les mailles du filet soient très, très, très fines pour tout remonter. Parce que ça sert aussi de discuter avec les uns et les autres, hein, pour fiabiliser nos mécanismes, pour mieux vous connaître. Donc, je vous dirais, oui, allez-y. En revanche, je ne fais pas, comme je vous disais, hein, d'ingénierie de projet. Je ne vais pas vous Ouais. aider sur du moyen terme à bâtir votre projet. En revanche, on va échanger. Je vais vous alerter sur des points de vigilance qui seront les miens, hein, qui ne seront pas ceux d'autres acteurs. Euh, et ça vous aidera à garder ça en tête et à vous dire, OK, je bâtis mon projet, parce que ça reste votre projet, hein. Moi, je ne suis pas un sachant du tout. Mais en bâtissant votre projet, vous aurez en tête que si vous voulez faire investir Nouvelle-Aquitaine Croissance Tourisme, il faudra faire attention à ça, 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 ça. Et ça peut orienter votre projet, dans le montage notamment, Mhm. euh,
c'est un peu comme si vous alliez voir votre banque dès aujourd'hui en lui disant bon, quels sont vos prérequis. Hein. Elle va vous dire il faut que vous ayez 30% de fonds propres, qu'il faut que vous ayez. Et ben, quand vous bâtissez votre projet, vous aurez ça en tête pour mieux bâtir votre projet. Ben, moi, ça sera pareil. Je vais vous donner un petit peu le cadre d'intervention de NACT pour vous permettre de faire un projet qui soit NACT compatible, on va dire. Voilà. Et ça pourra toujours vous être utile. Et plus vous le faites en amont, et mieux c'est. Parce qu'après, vous verrez bien votre plan de financement. Vous aurez peut-être une part de subvention, vous aurez peut-être une part de fonds propres, vous aurez une part de dette, évidemment, puis vous aurez peut-être une part NACT. Donc, le plus en amont possible, c'est mieux. Je passerai pas des heures à vous. Voilà, je fais pas l'ingénierie, encore une fois, je peux pas, sinon c'est pas le même métier du tout et c'est pas les mêmes moyens humains non plus. En revanche, avec plaisir, pour discuter, on passe une heure ensemble, on échange et ça vous donnera quelques clés pour cette petite question de tour de table investisseur. Ça Ok. vous va comme réponse? Ben, écoutez, oui, ça me va bien. Super. Donc, vous me contactez. Il y a mon mail là qui est sur l'écran, je pense. Et Je l'ai noté. voilà, super. Et je répondrai sans faute. Ok, super. Merci pour votre réponse. D'autres personnes veulent intervenir? N'hésitez pas, hein, je suis vraiment là pour ça. S'il n'y a pas beaucoup de questions, ça veut dire que je vais avoir beaucoup, beaucoup de demandes de rendez-vous, j'espère. J'espère aussi. Mais c'est un secteur qui est très important, très intéressant pour nous parce qu'on sait que dans le montage et dans on va dire les mécanismes, ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux d'infrastructures plus classiques. Donc, c'est intéressant d'explorer ces sujets-là pour voir s'il y a des obstacles, quels sont-ils, quelles solutions on pourra apporter. Donc, c'est très intéressant d'avoir une grande diversité de projets. Donc, même s'il n'y a pas de questions là maintenant, n'hésitez vraiment pas à me contacter, je vous répondrai et ça me permettra, moi, de mieux connaître le type de projet que vous proposez. Oui, et puis comme je l'ai dit en introduction, hein, c'est un webinaire qui est enregistré, donc dès demain, à peu près, dès demain au moins en fin de journée, vous aurez le replay en ligne sur notre site internet. Et la présentation PowerPoint sera accessible également si vous avez besoin. Et du coup, si vous avez plus de questions, je vous propose de clôturer ce webinaire ici. Je vous remercie à tous d'avoir participé. Merci Olivier Gilles d'avoir été répondu présent et présenter ce dispositif, bien que vous l'ayez déjà fait sur notre assemblée générale début avril. Mais moi, n'avant pas pu assister à cette partie-là, je suis ravie d'avoir eu plus d'explications sur le fond en lui-même. Merci à tous, passez une très belle fin de journée et puis à très bientôt. Merci Clara Bon après-midi. Merci à vous. et merci Bon à Au tous revoir. après-midi. et à Merci, au toutes. revoir. Au revoir. Merci à vous, au revoir.